Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Frédéric Bioret, je suis professeur à l'Université de Bretagne occidentale. Et comme ça a été rappelé, j'ai été étudiant de Pierre Dupont. Donc, je salue le collègue du département de biologie, puisque en venant en voiture ce matin, j'ai calculé que ça faisait bientôt 42 ans que j'ai fait mes premiers pas d'étudiant dans cette faculté des sciences, que j'ai fréquenté relativement longtemps, puisque j'ai soutenu ma thèse en septembre 1989. Donc, je n'ai pas été que étudiant, j'ai aussi eu des activités d'enseignement en tant que doctorant. Donc, la présentation qui va être faite, c'est une présentation à 3 voix, donc on a normalement 10 minutes chacun. Moi, je vais me concentrer sur les activités de l'enseignant-chercheur. Ensuite, je crois que c'est Aurélia qui parlera de son engagement au sein de Bretagne Vivante. Et puis, Sylvie Magnanon terminera par rapport à son rôle auprès des services de l'État, des collectivités, etc. C'est ça, Sylvie? Très bien. Donc, on va continuer. Donc, le parcours universitaire de Pierre Dupont a commencé il y a bientôt 70 ans, avec un diplôme d'études supérieures à l'Université de Toulouse, qu'il a fréquenté. C'est son université d'origine, suivi de sa thèse en 1960, que tout le monde connaît, publiée deux années après, consacrée à l'élément atlantique européen, donc la flore atlantique européenne, qui a guidé un petit peu tous ses travaux de phytogéographe. Alors, ce qui est particulier chez Pierre Dupont, c'est qu'il a eu la capacité de rééditer son DES et sa thèse. Vous voyez l'édition 2004 pour son diplôme d'études supérieures, avec cette volonté de transmettre la connaissance, et puis on le verra pour sa thèse de la compléter. Ensuite, il a été recruté en 1950 comme stagiaire de recherche donc au CNRS à l'université de Rennes, donc ses premiers pas de botaniste en Bretagne. Et puis ensuite, il est retourné à Toulouse comme assistant en 1952, maître assistant. Et enfin, il a été nommé pour la fin de sa carrière, mais pour une période assez longue, professeur des universités dans cette université de Nantes à l'UFR Sciences, faculté des sciences. Et il en a dirigé le laboratoire d'écologie et de phytogéographie. Il était très attentif, il avait beaucoup d'intérêt à ce que les deux termes soient associés, phytogéographie et écologie. Suivante. Alors, on va commencer par ses activités d'enseignant, puisqu'il a été dit que c'est un universitaire, mais il ne faut pas oublier qu'un universitaire, à part les gens qui sont au CNRS, sont des enseignants-chercheurs. Et le premier métier, c'est un métier d'enseignant. Donc, personnellement, j'ai eu l'occasion de pouvoir suivre tous ces cours de la deuxième année de DUG, donc l'équivalent de la licence 2 pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'ancien système. Donc, il dispensait un cours d'écologie, une introduction générale à l'écologie, avec déjà un certain nombre de notions sur la phytogéographie. Et puis, il dispensait aussi un cours auprès des étudiants de licence de sciences naturelles, c'est-à-dire les étudiants destinés à devenir professeurs de sciences naturelles dans les lycées. Un exemple ici sur les groupements végétaux. Suivante. Ensuite, en licence, donc l'équivalent de la L3 aujourd'hui, donc ça fonctionnait sous forme de certificat. On passait 2 certificats par année, 2 en licence, 2 en maîtrise. Donc un certificat de botanique, donc là, les bases de l'apprentissage des familles botaniques. Donc ici, un exemple sur les apétales. Donc il illustrait ces cours qui étaient distribués sous forme de polycopiés avec un texte extrêmement dense, par un certain nombre d'illustrations, de dessins, de photos, ce qui permettait de rendre ces cours extrêmement, on va dire, pédagogiques. Il avait cette qualité de pédagogue. Suivante. Ensuite, en maîtrise, un certificat d'écologie, où là, il approfondissait un petit peu les différentes rubriques que vous avez là, la répartition, les facteurs climatiques, la pédologie, la paléoécologie, et puis tout ce qui a trait à la description des formations végétales et des groupements végétaux, avec, c'est là qu'on avait appris le principe de zonation de la végétation, donc il faisait le lien entre les végétations et l'écologie, la biogéographie à la fois au niveau mondial, mais aussi au niveau régional et national. Il nous faisait rêver en nous parlant de flore et de végétation méditerranéenne. Quand on est atlantique, c'est quand même un monde assez exotique. Et puis enfin, quelques notions sur l'écologie des bryophytes. Donc,
l'écologie, pour Pierre Dupont, c'était très important. Vous voyez ici un exemple. Alors, c'est repris de cours, hein, ce n'est pas évidemment quelque chose de très lisible, mais juste pour nous montrer que dans les marais de Vilaine, eh bien, il présentait ce transect qui mettait en relation eh bien, tous les différents groupements végétaux avec les facteurs écologiques liés à la salinité, à l'inondation, au substrat. Suivante. Et puis, il présentait la répartition des espèces selon besoins écologiques, hein, ce qu'on appellerait aujourd'hui les spectres écologiques. Hein, on pourrait faire aujourd'hui des schémas plus élaborés. Alors, il a dirigé un certain nombre de diplômes d'études supérieures, de DEA, donc diplôme d'études approfondies, donc pour faire le lien avec l'actualité, c'est l'équivalent des masters, mais les DEA, c'était plutôt des masters à connotation recherche, et puis des thèses. Donc 24 diplômes d'études supérieures à Toulouse et à Nantes, 3 diplômes, 3 DEA à l'Université de Nantes, dont celui de Sylvie Magnanon, 2 thèses de 3e cycle avec 2 de ses élèves qui ont appartenu à son laboratoire, Marc Godot, qui était maître de conférence, et Lionel Visset, également maître de conférence, mais qui ensuite est devenu professeur à l'Université de Nantes. 3 thèses d'État, celle de Claude Dandaletsch sur les Pyrénées, Lionel Visset donc en palynologie, et Marc Godot qui lui a plus travaillé sur les microtaxons littoraux. Ensuite, une thèse d'université, Jean-Bernard Bouzillet. Alors là aussi, aujourd'hui, tout ça n'existe plus puisque les thèses de 3e cycle, les thèses d'État sont remplacées par les thèses de doctorat. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Lorsqu'il y a eu ce changement, une thèse de 3e cycle dont je reparlerai, celle de Daniel Guédan-Garoui en 1982. Et puis les 2 thèses de doctorat de Sylvie Magnanon et de moi-même. Donc vous avez ici les 2 représentants les 2 derniers doctorants de Pierre Dupont. Alors sa production scientifique, on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas exceptionnelle au regard de 70 années pratiquement ou 7 décennies de travaux forcenés. On peut l'expliquer pour 2 raisons. La première, elle a été mentionnée, c'est son engagement dans, on va dire, dans la vie de la société, ou en tous les cas par rapport aux préoccupations permanentes qui l'animaient de protection de l'environnement. Donc il a publié de nombreux rapports, hein, je n'ai pas eu le temps de faire la liste, mais qui sont tout aussi importants que ces publications. Donc, entre guillemets, seulement 161 articles au cours de presque 70 ans. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même important. Il y a quand même 9 ouvrages, dont sa thèse qui a été ensuite rééditée, 22 chapitres d'ouvrages, 6 comptes rendus de colloques. Alors, vous avez ici les différentes revues dans lesquelles Pierre Dupont a publié, donc des revues nationales, régionales, et il y a quelques revues internationales. On voit que l'essentiel de ces publications, qui correspondent aussi à la première phase de ses travaux, a été publié dans Le Monde des plantes. Il a aussi beaucoup contribué à la revue Erika du Conservatoire botanique de Brest. Flora Europea, ça correspond à ses contributions au fur et à mesure que cette œuvre gigantesque évoluait. Et puis des bulletins comme celui de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France à Nantes, la SBCO, la Société botanique de France, etc. Alors maintenant, on peut évoquer le botaniste. Donc il a surtout travaillé dans le massif armoricain. Ici, quelques exemplaires de ces... Alors, c'est des planches d'herbier qui ont été constituées récemment suite à des échantillons qu'il m'avait confiés quand j'ai quitté l'université de Nantes en 1990. Vous avez le narcisse des Glénans ici, des échantillons collectés dans les années 50. Il est allé sur les îles des Glénans. Et également l'Omphalodes littoralis, qui était surtout une plante qu'il aimait bien et dont on reparlera sans doute demain. Alors, il a beaucoup travaillé dans le massif armoricain, l'estuaire de la Loire, la Vendée, l'Île-Dieu, le littoral, mais aussi l'intérieur. Et puis, il a apporté aussi une contribution en découvrant un certain nombre d'espèces nouvelles pour la France ou pour le nord-ouest de l'Espagne ou pour certaines régions, hein, donc, notamment l'extension en Bretagne de Baccharis salimifolia, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Suivante. Alors, son œuvre majeure, hein, l'œuvre scientifique de Pierre Dupont, c'est la phytogéographie, mais la phytogéographie, comment dire, perçue dans un sens moderne de l'acception ou du concept, pas seulement la répartition des êtres vivants, la chorologie, mais surtout l'étude des facteurs, enfin les corrélations entre les facteurs écologiques et la répartition des plantes, à savoir les facteurs bioclimatiques, les facteurs édaphiques, les facteurs géologiques. Ce qui lui permettait d'expliquer un certain nombre de choses. Donc, il a beaucoup travaillé sur les constructions des limites des subdivisions du domaine atlantique. Ici, vous avez la scie printanière, Tractema verna ou Scilla verna à l'époque.
Et sa thèse, eh bien, c'était un petit peu l'œuvre de sa fin de vie. En 2015, il l'a réédité sous forme d'un bulletin spécial de la Société botanique du Centre-Ouest, en proposant des nouvelles cartes. Et je me souviens pour avoir été le voir l'année d'avant, en 2014, chez lui. Et il me disait, quand mon ouvrage va paraître, je pense qu'il y a beaucoup de botanistes, notamment ibériques, qui croiront que je suis mort et qui seront surpris de voir que j'ai toujours une production. Suivante. Ouais, on finit. Alors Flora Europea, ça a été aussi une contribution majeure. Hein. Donc responsable de la contribution de la France, il a travaillé pendant plusieurs dizaines d'années. Suivante. Et puis ses activités de production d'atlas. Ici, vous avez deux ouvrages dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont été fondateurs en quelque sorte, ou en tous les cas pionniers par rapport à sa démarche de production de son atlas partiel de la flore de France, l'atlas de la flore du Cantal de Jean Sapali, dont il a rédigé la préface, mais dont il a accompagné le déroulement et la publication. Un atlas publié, un des premiers atlas floristiques départemental publiés par le secrétariat de la faune et de la flore au Muséum. Suivante. Et puis la thèse de Guédan-Garoui sur le Grand Ouest de la France. Alors, il a commencé parallèlement à cette œuvre d'atlas national à lancer un travail d'atlas sur la Loire-Atlantique et plus tard sur la Vendée qui est publié en 2001. Suivante. Donc la photo, c'était sur l'île du Mai. Alors l'atlas partiel de la flore de France, bon là c'est un peu un feuilleton hein, en quelque sorte, il s'est beaucoup investi là-dedans et je voudrais simplement faire deux remarques. La première, c'est qu'à l'époque, Pierre Dupont travaillait sans ordinateur, donc tout était dépouillé à la main et on doit rendre hommage à sa femme, Suzanne, qui l'a accompagné avec dévotion en dépouillant pendant des dizaines d'années des articles, la bibliographie. Et je pense que si Pierre Dupont a un peu sacrifié sa carrière dans le domaine de la protection de la nature, enfin, en s'occupant de la protection de la nature, sa femme, elle, l'a aussi sacrifié en se consacrant au dépouillement de milliers ou de dizaines de milliers de données. Donc un exemple des bordereaux. Je passe sur les péripéties de cette œuvre collective. Il insistait beaucoup sur le côté collectif, hein, avec l'aide de nombreux botanistes. Publié finalement en 1990, et vous avez ici Astragalus monspeculianus, une espèce qu'il aimait beaucoup, et surtout qu'il aimait beaucoup présenter en cours, hein, avec cette disjonction d'air, une espèce méditerranéenne atlantique. Suivante. Alors, il était aussi écologue, hein, comme ça a été dit, donc avec divers travaux sur les landes atlantiques. Donc, il n'a jamais vraiment fait de phytosociologie, mais il faisait toujours la relation entre l'écologie et la floristique. Ici, alors il a quand même participé à un certain nombre de sessions phytosociologiques de l'SBCO, à l'Île-Dieu, à Grandlieu. La photo, c'est avec le professeur Géhu sur les prairies et les mégaforbiates du lac de Grandlieu en 1995. Et je terminerai par la mention de deux prix qui lui ont été accordés par la Société botanique de France. En 1964, le prix Gandauger, hein, le prix de phanérogamie, et l'éloge a été prononcé par le professeur Hamel. Et puis, quelques années plus tard, photo suivante, le prix du Conseil en 1991, et là, l'éloge a été présenté par le professeur Monique Astier. Donc, voilà pour la première partie. Je laisse la parole à Aurélia. Merci Fred. Je vais me mettre debout. Bonjour à tous. Donc Aurélia Lachaude, Bretagne Vivante. Alors, on a dit que j'étais élève de Pierre Dupont. En fait, moi, j'étais au repêchage. Hein, je l'ai rencontré, il était déjà à la retraite. C'était à la fameuse session phytosociologique de Grandlieu. Et du coup, il m'a pris sous son aile. Il a vu que j'étais passionnée de botanique. Et voilà, du coup, il m'a accompagnée en fait, pendant de longues années. Moi, je vais vous présenter du coup le personnage engagé pour la protection de la nature. Et vous dire que pour ces fins d'années 1960, début des années 1970, Pierre Dupont avait une vision très contemporaine en fait, des problématiques environnementales, puisqu'il était conscient des destructions irréversibles que l'homme en fait... je ne suis pas très douée pour parler, abîmait la nature et qu'il était conscient aussi que le destin de l'homme était fortement lié à celui de son environnement. Il évoquait aussi
le fait que nous avions la responsabilité de léguer ce patrimoine aux générations futures. Et il alertait déjà sur le danger des pesticides, ce qui n'était pas forcément émergent à son époque. Et il alertait aussi sur la pollution atmosphérique, notamment dans la région de Saint-Nazaire, et la pollution des cours d'eau. Donc c'est tout naturellement en fait, qu'il s'est engagé dans la toute jeune Société d'études et de protection de la nature en Bretagne, peu après être arrivé en poste à Nantes. Il va démarrer par la vice-présidence de l'association en 1967, puis il va prendre pendant 6 ans la présidence de la section de Loire-Atlantique. Alors, il sera entouré d'une petite équipe efficace, dont fait partie aussi Jean-Claude Demort, que l'on voit sur cette réunion-là. La photo a été prise en 1995. Pierre Dupont était toujours aux côtés de la SEPNB. Merci Sylvie. Jean-Claude Demort qui va beaucoup compter aussi pour l'association dans son investissement, qui était enseignant aux côtés de Pierre Dupont à l'Université de Nantes en zoologie. Donc cette petite équipe dresse un constat assez alarmant pour la Loire-Atlantique, en fait, qui a le littoral déjà le plus sinistré de toute la façade océanique française, avec des zones humides déjà, pour certaines, remblayées ou en cours de remblaiement. Et donc avec beaucoup de pragmatisme et de système de pragmatisme, ils vont organiser une feuille de route et prioriser les actions que la section va mener en fait, pour essayer d'enrayer en fait, cette disparition des milieux naturels. Donc en fait, ils vont tout d'abord, la première chose qu'ils vont faire, c'est de porter à connaissance, d'informer les collectivités locales et les services de l'État des grands enjeux environnementaux de leur territoire. Ils vont aussi sensibiliser le grand public, enfin un plus grand nombre, alors avec les moyens du bord à l'époque, tout se faisait à la main. Donc là, on a un panneau sur la tourelle dont vous trouverez un poster très détaillé à l'étage. Et puis aussi un poster en fait, qui est lié à ce dont je vais vous parler à la fin de mon intervention sur l'intérêt des marais littoraux. Zut, ça... Ah non. Ça c'est le porteur. Ah, voilà, merci. Il aimait aussi à transmettre ses connaissances et notamment à former les personnes en fait qui étaient aussi engagées pour la protection de la nature. Là c'est une sortie qui a été organisée en fait peu de temps avant son retour vers ses landes natales. Mais on a peu de photos en fait de la période de son investissement à Bretagne vivante. Donc le premier travail en fait que va faire cette petite équipe va être de faire l'inventaire des sites majeurs au niveau environnemental du département de Loire-Atlantique. En fait, l'équipe va identifier 36 sites dont les richesses naturelles méritent d'être conservés à l'échelle du département. Pour chaque site, une fiche sera réalisée avec des inventaires de terrain et le tout sera transmis au préfet de Loire-Atlantique. Et ce travail, en fait, sera précurseur de toutes les futures politiques environnementales que nous verrons apparaître au fur et à mesure sur le territoire, notamment la politique des espaces naturels sensibles du département. On aura beaucoup de ces sites qui seront en SNIEF et puis plus tard en Natura 2000. Pierre Dupont, malgré l'émergence en fait, d'une prise de conscience collective de la nécessité de protéger la nature à la fin de ces années 60, au début des années 70, constate en fait le manque cruel d'outils pour protéger la nature. Et il écrit « Comment sauvegarder la nature si l'on a le droit légalement de tout détruire ?» Donc il écrit au préfet en fait, en demandant des moyens humains, des postes en fait, de fonctionnaires pour dédiés en fait, à la conservation des richesses naturelles du territoire. Donc, il anticipe de très peu en fait, les mesures qu'allait prendre le tout nouveau ministère de protection de la nature, puisque les DRAE vont être créés quelques mois plus tard. Donc, des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement vont arriver sur le territoire et travailler en étroite collaboration avec la SEPNB et Pierre Dupont. Il interpelle aussi le département de Loire-Atlantique en demandant des zones de préemption sur le littoral
pour sauvegarder en fait les quelques zones qui n'ont pas encore été urbanisées. Il interpelle le préfet de Vilaine pour lui demander aussi de conserver des zones naturelles d'intérêt majeur dans la vallée de la Vilaine. Voilà. Donc, Pierre Dupont était essentiellement attaché à la conservation des zones littorales et des zones humides, et sans compter toutes les réunions auxquelles il a participé, entre les comités, commissions des sites. On compte plus de 50 interventions différentes, que ce soit des rapports écrits, des articles, des conférences, des expositions. Vous retrouverez toute cette liste dans les tote bags, dans sa bibliographie. Et je ne pourrais pas vous citer tous les sites qu'il a contribué, tout ou partie, à sauvegarder, mais on peut mentionner les marais de Grande-Brière, dont il a étudié la végétation et pour lequel il a participé à l'émergence du parc, les marais salants de Guérande et du Metz, les marais de l'Erdre avec notamment la tourbière de Launier, le littoral de Préfaille à Sainte-Marie, la seule bande littorale de 4 km qui n'a pas été urbanisée en Loire-Atlantique, les étangs de Vireau, le lac de Grandlieu. Là, je vais me dépêcher. Alors, je voulais vous parler d'un exemple particulier, en fait, que Pierre Dupont a, pour lequel Pierre Dupont a grande partie... Oh là, je suis plus désolée, je parle plus français. Pour lequel Pierre Dupont a en grande partie contribué à la sauvegarde. Donc, c'est le marais salant de Guérande, aujourd'hui internationalement connu. Et à cette époque, en fait... de déprise salicole. Les marais de Bourgneuf, au sud de la Loire-Atlantique, sont déjà abandonnés. Les marais du Morbihan sont aussi en désuétude. Le marais de Guérande, en fait, connaît une grave crise salicole et les paludiers le quittent petit à petit, en fait, par manque de rendement économique. Les promoteurs immobiliers sont à l'affût, puisque nous sommes dans une zone avec un développement touristique croissant, et beaucoup de milieux en fait subissent des remblaiements et servent aussi de décharge publique dans les marais salants. Alors, plusieurs grands projets en fait vont être envisagés par l'État en fait sur cet espace libre juste à proximité de la Baule. On envisage en fait de détruire littéralement le marais salant avec la création de ports en eau profonde de 2000 hectares pour l'un, 200 hectares pour l'autre, avec un accès par une autoroute, avec des marinas sur le coteau de Guérande en barre verticale avec 1800 logements avec vue sur l'océan, avec une rocade qui coupe en deux le marais salant, une rocade de 6 km en 4 voies. Bref, beaucoup d'associations en fait, locales vont se créer et Pierre Dupont va fortement contribuer avec les paludiers, aux côtés des paludiers et des associations locales, à sauvegarder cet espace. Donc la première chose que va faire la section, en fait, c'est de faire un inventaire des zones remblayées. Donc là, vous voyez en haut à gauche, là, une décharge, c'est aux portes de la Baule. En fait, il y a de nombreux marais en fait, qui ont été remblayés avec des déchets. En bas à droite, on voit en fait une zone pavillonnaire qui est complètement construite sur le marais salant, et en haut, la zone commerciale, c'est pareil. Merci. Le second travail que va faire Pierre Dupont, en fait, c'est de rédiger un rapport sur l'intérêt écologique des marais littoraux, notamment pour la production primaire, qui permet au littoral proche de ces marais littoraux d'avoir une zone poissonneuse et favorable à la conchiliculture. Ce rapport, en fait, de 23 pages qu'il va réaliser sur son temps personnel, va permettre une prise de conscience majeure, en fait, de l'intérêt de ces littoraux. Il va s'appuyer notamment sur des travaux réalisés aux États-Unis et il va être repris par de nombreux magazines, de nombreux articles de journaux. Donc là, en bas, on voit les paludiers qui manifestent à Saint-Nazaire. Et on sait aujourd'hui l'intérêt en fait qu'a le marais salant de Guérande pour le tourisme et l'intérêt économique aussi de cet espace qui aurait pu complètement disparaître et qui est un territoire aujourd'hui toujours très riche en biodiversité. Voilà, je vous remercie. Tu veux un coup de main, Sylvie, ou...
Donc moi, je vais aborder la troisième facette en fait de la personnalité du travail de Pierre Dupont, donc son rôle de conseiller d'expert. Donc je ne vais pas pouvoir passer tout en revue, mais en gros, quand on examine l'importante liste des travaux qu'il a pu établir entre 1971 et 1996, date à laquelle il a arrêté toute participation institutionnelle, j'y reviendrai, on peut classer en gros 4 catégories les types de partenariats qu'il a noués. D'abord avec les services de l'État. Alors à l'époque, il travaillait beaucoup avec les sous-préfectures, ça a été dit, mais aussi avec plusieurs délégations ministérielles, délégations en région, mais aussi les ministères en centrale. Donc le ministère de l'Environnement, bien sûr, mais aussi le ministère de l'Équipement. Il a travaillé par exemple sur des études de projets routiers ou des études d'impact sur des projets de lignes à haute tension. Le ministère de l'Agriculture, avec qui il a travaillé aussi beaucoup par rapport à l'intérêt herbager en fait, des prairies. Il a contribué à la définition de certaines mesures agro-environnementales. Ensuite, il y a les collectivités locales, les collectivités territoriales avec qui il a énormément travaillé. Beaucoup de communes, pas seulement en Pays de la Loire, hein, aussi en Aquitaine. Il a fait plusieurs notes pour des communes des Landes et de Gironde. Et puis un travail, ça a été dit, très étroit avec les conseils départementaux, notamment de Loire-Atlantique et de Vendée, pour la désignation de nombreux sites en espaces naturels sensibles et des expertises sur ces sites pour aider à la gestion de ces sites. Il a aussi, avec les collectivités territoriales que sont les parcs naturels régionaux, eu un travail d'accompagnement assez fort avec en particulier le parc naturel régional du Marais Poitevin et de Brière, qu'il a quand même aidé fortement dans les politiques de préservation des milieux humides. Il a soutenu et accompagné beaucoup d'organismes publics, j'en retiens que 3 là, mais le Conservatoire du Littoral, par exemple, pour qui il a produit une expertise importante en 93 sur l'intérêt floristique et écologique des terrains du Conservatoire du Littoral en Vendée. L'Office national des forêts, pour qui il a aussi travaillé à l'échelle de la région Pays de la Loire pour définir les zones d'enjeux floristiques en forêt. Et ensuite, les conservatoires botaniques nationaux, donc le Conservatoire botanique de Sud-Atlantique, qu'il a suivi par ses travaux sur les Landes, enfin, à qui il a fourni d'importants travaux sur les Landes, et puis le Conservatoire botanique de Brest, qu'il a accompagné à ses tout débuts, et puis dans l'aide à la construction de notre méthode d'inventaire de la flore du massif armoricain. Pour terminer, il faut aussi quelque part une activité de bureau d'études auprès d'un certain nombre d'acteurs économiques. Je cite le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, avec lequel il avait beaucoup travaillé dans les années 90 pour essayer d'éviter des aménagements contraires à l'intérêt de la biodiversité sur la Loire, avec EDF, avec aussi des sociétés d'autoroutes pour limiter les impacts en fait, des constructions sur la flore et la végétation. Alors, il s'est imposé au fur et à mesure du temps. Je pense qu'il a vraiment réussi à nouer la confiance, une confiance très importante auprès des acteurs, parce que d'une part, il avait une connaissance très fine, c'était quand même un homme de terrain, donc une connaissance très fine de la flore et de la végétation, en particulier de Loire-Atlantique et de Vendée, mais il connaissait aussi très bien les acteurs de ces territoires. Donc il était capable de voir quels étaient les acteurs à mobiliser en fonction des différents sujets. Et il a su aussi mener en parallèle actionner 3 leviers d'action importants: la protection juridique, l'information et la sensibilisation des relais de la préservation de la nature sur le terrain, et puis aussi l'accompagnement des gestionnaires des habitats dans différents sites.
Donc, je vais vous présenter juste quelques exemples. Tout d'abord, en termes de protection juridique, donc là, il a contribué. Là, alors, les images ne sont pas très bonnes, je suis désolée, mais là, c'est un extrait d'un rapport qui a été envoyé au ministère de l'Environnement en 1977 et qui préfigure la liste des espèces protégées au niveau national, des espèces floristiques. Donc, ce gros travail avait été coordonné par le professeur Emonin du Muséum, qui était aussi une grande figure de la protection de la nature et de la botanique en France. Et Pierre Dupont a largement contribué à fournir les données d'espèces rares, menacées sur la façade atlantique. Aujourd'hui, donc, il faut savoir que cette liste, construite en 1977, a conduit à la publication de la liste des espèces protégées en France en 1982 et que cette liste n'a jamais été révisée depuis. Elle est toujours d'actualité. Donc voilà le tableau de données de base. Pierre Dupont a par la suite contribué à compléter la liste nationale par les listes régionales d'espèces protégées, en travaillant et en produisant la liste de protection des espèces des Pays de la Loire, qui comprend 151 espèces protégées dans la région. Alors, autre axe de travail important pour Pierre Dupont, donc c'était son accompagnement dans les politiques et les projets d'aménagement du territoire, donc dans la suite directe de ce qu'a présenté Aurélia, c'est-à-dire son engagement pour la protection de la nature, mais là avec un travail très concret et en particulier on peut citer son investissement très important auprès de la délégation régionale du ministère de l'Environnement, la DIREN à l'époque, puisque entre 1982 et 1993, il a assuré pour le compte de la DIREN le secrétariat régional des SNIEF. C'est-à-dire que, en fait, lui et ses collaborateurs, des collaborateurs qu'il recrutait dans son labo, dont Fred, je crois, tu as travaillé là-dessus, eh bien, il constituait des fiches SNIEF, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, toutes les SNIEF qui ont été construites en Pays de la Loire avant 1996, on les doit à Dupont et à ses collaborateurs. Donc aujourd'hui, on a 1270 SNIEF en Loire-Atlantique. En Pays de la Loire, pardon. Deuxième projet, je vais passer rapidement, ça a été évoqué par Gwenola. C'est un très très grand travail, effectivement, en 83 sur l'étude des marais de l'Ouest, l'étude écologique des marais de l'Ouest, où là, donc un rapport énorme de 200 pages avec énormément de cartes dans lequel il dresse le portrait écologique et l'intérêt floristique écologique de 10 grands marais. Les marais de Brière, les marais de Noirmoutier, etc. Et par exemple, voilà un extrait cartographique pour vous montrer la précision du travail. Hein, encore une fois, c'est du SIG manuel. Et donc là, avec donc la délimitation des zones inondables et la délimitation des zones voilà, du secteur salé, avec les gommettes qui montraient les sites ponctuels de plantes très rares, etc. Donc ça a été des outils très importants pour la préservation et la gestion de ces territoires. Rapidement, juste pour l'évoquer, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail, mais une implication très forte de sa part dans tout ce qui a été les travaux autour de la Loire, qui à l'époque, dans les années 70-80, était extrêmement... on n'entend pas ? Pardon. Était extrêmement menacé avec tout un tas de barrages en amont de la Loire, etc. Et donc Pierre Dupont s'est investi pour travailler sur la préservation de la partie estuarienne de la Loire, avec une approche particulière, donc déjà souligner l'importance des zones inondables, mais aussi dans le domaine des prairies. Vous avez ici une carte qui montre à la fois la délimitation des prairies naturelles, mésophiles, mésohygrophiles et hydrophiles, avec enfin, les couleurs traduisent la qualité fourragère en fait de ces prairies. Donc c'était avec un certain nombre de... on n'est pas évidemment dans les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, puisque là on était en 1979, ça date un peu, mais ça montrait déjà son implication auprès des... Enfin son souci en fait de montrer aux acteurs locaux
le fait que ces prairies avaient une valeur fourragère et qu'il était important de les préserver. Donc sa préoccupation, c'est ce qu'il écrit, c'est que la prairie naturelle doit être réhabilitée, rendue plus compétitive, donc là au plan agricole, hein, c'est le seul moyen de stopper la mise en culture généralisée. À l'époque, toutes ces prairies étaient mises en culture de maïs en particulier, et donc il s'est vraiment battu pour prouver la qualité fourragère de ces prairies, avec des travaux comme ceux-là. Bon, vous ne voyez pas, mais en fait, c'est des études d'analyse fourragère des différentes espèces de prairies de marais, et puis des cartographies avec les dates de fauche, etc., pour montrer comment optimiser l'exploitation. Donc, tous ces travaux, vous en avez la liste dans le document que vous trouverez dans votre sac. Je termine juste pour dire qu'en fait, en introduction de ce document, il explique qu'en 1996, il écrit une lettre au préfet de région annonçant sa démission du comité départemental Natura 2000 du CSRPN, et il annonce son refus de participation à toute réunion officielle parce que, je cite, dégoûté par l'absence de moyens et par les manœuvres menées pour diminuer la portée des protections. Donc vous voyez qu'il a quand même terminé avec des propos très amers. C'est vrai que pour nous qui travaillons dans le domaine de l'environnement, ces propos nous disent encore quelque chose de fort aujourd'hui, parce que, évidemment, on constate quand même que malgré les discours, les moyens ne sont quand même toujours pas à la hauteur des enjeux. Mais en conclusion, je pense que voilà, on peut retenir de ce travail-là, c'est un combat permanent finalement, et Dupont l'a montré. Et lui s'est engagé tant sur le terrain scientifique, associatif, institutionnel. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il serait très heureux de voir que nous sommes plusieurs ici à porter encore ces valeurs, et puis à apporter aussi sa méthode de travail, puisque nous essayons toujours d'englober les différentes approches que sont les approches scientifiques, politiques et pragmatiques. Je vous remercie.